Alors, chère Flora, merci. Bonjour tout le monde. Merci mille fois d'être là, d'être des nôtres. Alors Flora, pour éventuellement celles et ceux, je suis sûre qu'ils ne sont pas très nombreux, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de ton parcours qu'on a souvent présenté comme fulgurant, parce que c'est vrai qu'en France, on n'est pas habitué à ce que des jeunes personnes très vite, on va dire entre 20 et 30 ans, fassent beaucoup de choses à la fois et du succès pour une grande partie de ce qu'elles font. Bon, tu as écrit des livres. Beaucoup d'échecs aussi. Oui, mais c'est de l'échec qu'on tire les grands succès. Ouais. On les voit apprend moins, aussi de ces échecs. Bah oui. Donc Flora, tu es militante pour la préservation du climat, de la biodiversité, tu es chroniqueuse en télévision, tu as créé une agence d'innovation sociale, tu as aussi écrit des livres, tu mobilises la société civile autour de ces questions-là. Donc voilà, je te laisse nous dire un petit peu ton parcours rapidement. Merci. Alors, ravie d'être parmi vous. Très contente de parler avec des professionnels de la transition écologique parce que je pense que vous êtes les soldats, le bras armé de la révolte qu'on va devoir mener dans l'ère trumpiste qui s'ouvre dans 4 jours. 3 jours. 3 jours, pardon. Moi, je profite vraiment des derniers jours avant cette nouvelle ère. J'essaye de faire un truc joyeux tous les jours. Alors ce soir, j'ai un apéro avec des amis, je suis très contente. Et voilà, chaque jour, j'ai fait un truc sympa. C'est ma façon à moi de rester optimiste. Alors, déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai pensé en venant que je fêtais mes 10 années de militantisme écolo, puisque j'ai commencé exactement au moment de la COP 21, qui était en 2015. Et vu qu'on est en 2025, ça fait 10 ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai commencé en 2015 avec la conviction vraiment profonde et l'espoir. Cette conviction était un espoir, parce que ma conviction, c'était que convertir le monde à l'écologie, ça allait être un chemin lent, trop lent par rapport à déjà l'objectif 1,5 degré, etc., qui sait ce qu'il sait, trop lent, trop progressif, mais que si on mettait les bouchées doubles, on allait faire que c'était un truc comme ça, quoi. C'était une courbe exponentielle, trop lente, trop progressive, surtout quand j'ai découvert que dans les années 70, on savait et disait déjà exactement la même chose que ce que moi j'avais l'impression d'inventer ou de découvrir en 2015. Donc je me dis, waouh, c'est quand même incroyable. Déjà, il y a 10 ans, il y avait des gens qui disaient déjà ça depuis 40 ans. Et donc, je me dis ça. Et en 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Patrick Pouyanné qui a dit à Jean Jouzel, au MEDEF, Monsieur Jouzel, s'il vous plaît, un peu de réalisme. Et toute la salle a rigolé et a applaudi Patrick Pouyanné. Et là, j'ai compris que la transition écologique, enfin en tout cas depuis 21, je suis sur cette conviction-là, la transition écologique, c'était un roller coaster. C'est-à-dire, c'est pas du tout une pente ascendante qui allait monter progressivement, mais plutôt voilà, un grand 8 où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et d'ailleurs, peut-être que cette théorie est vraie pour le progrès de manière générale, enfin, cette théorie fumeuse qui sort de mon petit doigt. Mais voilà, donc voilà, et donc pourquoi je milite pour l'écologie ? Parce que moi, ce qui me passionne vraiment par-dessus tout, c'est la capacité à changer, tout ce qui est conduite du changement, tout ce qui est comment on obtient des transformations. Et alors dans l'écologie, je suis servie parce que vu qu'on n'y arrive pas, bah, c'est très intéressant parce que pour le moment, on n'a pas trouvé vraiment la recette, quoi. On est passé par plein de choses, ce que j'ai pu voir en 10 années de militantisme. Et après, Audrey, tu dis que j'ai plusieurs casquettes. Parfois, j'ai découvert une fille qui fait une thèse sur la c'est très cohérent quand même. Ouais, voilà. Bah, j'ai découvert une fille qui fait une thèse sur la pluriactivité. Et comme j'ai souvent du mal à me pitcher quand on me demande ce que je fais dans la vie, du coup, je dis je suis consultante parce que c'est le plus simple. Comme j'ai du mal à pitcher, quand j'ai dit ah mais moi je suis pluriactive et tout, et elle m'a dit ah, non, t'es pas du tout pluriactive. Tu fais une profession, le pluriactif c'est celui qui est boulanger le lundi, consultant le mardi et agriculteur le mercredi. Toi, tu fais toujours la même chose, c'est de la conduite du changement en transition écologique, en gros, quoi. Donc voilà, après, je le fais avec des outils différents, différentes formes, que ce que peut être l'entrepreneuriat, que peuvent être les livres, que peuvent être l'associatif. En fait, je pense qu'on a besoin de tous les outils. Donc moi, je fais ceux dans lesquels je me sens compétente et épanouie. Voilà. Et tu le fais bien. Et tu le fais notamment avec
Coalition, cette agence d'innovation sociale que tu as créée, et en portant... Alors nous, à Green Management School, on est parti, Franck et moi, quand on a créé cette école, du principe qu'on voulait que les questions environnementales déjà soient réellement prises en compte et connues de la part des décideurs, c'est pour ça qu'il y a management dans le titre de l'école, mais les décideurs à tous les postes de décision au sein de l'entreprise ou de l'administration, et que ça ne soit pas juste réservé. Alors je prends souvent pardon pour les gens qui portent ces prénoms-là, mais je dis souvent, c'est pas Julie du développement durable ou Marc de la compliance ou de la RSE qui seulement dans l'entreprise doivent s'en occuper. C'est toutes les postes de décision dans l'entreprise qui doivent être instruits, et on en parlait tout à l'heure, instruits scientifiquement des questions environnementales pour pouvoir prendre les décisions à tous les niveaux. Et toi, bon, un peu, pas forcément les choses de la même façon, mais je me retrouve dans ta façon de dire qu'il faut qu'on conçoive la RSE de façon beaucoup plus large et qu'il faut vraiment que le changement s'opère au sein des entreprises. Ouais, alors plusieurs choses. La première, c'est que pour moi, il y a... quand j'ai commencé Coalition et le Conseil en transition écologique, on avait la même idée, c'est que en fait, tu sais, en anglais on dit ESG, donc environnemental, social, gouvernance, et pour nous il fallait dire GSE, c'est-à-dire que la gouvernance précède la capacité à avoir une gestion sociale saine et une gestion environnementale saine. Et donc on prenait le problème dans le mauvais sens. Donc à ce moment-là, on a beaucoup travaillé sur la gouvernance de certaines entreprises. On a fait évoluer... alors c'est comme, je ne sais pas si vous avez vu la série La Fièvre, mais il y a la personnage principale dans laquelle je me suis personnellement beaucoup identifiée, qui à un moment, bon, c'est une série... Laquelle ? Il y a plusieurs personnages principaux. Ouais, elle transforme un club de foot en coopérative. Genre mon rêve, quoi. Si j'arrivais à faire un truc comme ça, je drop the mic et je prends ma retraite. Enfin, c'est incroyable. Bon, dans la vraie vie, le PSG n'est pas encore transformable. Le PSG a des actionnaires assez, à mon avis, concentrés sur leurs intérêts économiques. Et donc, voilà, nous, la question, c'était de dire, en fait, si on transforme la gouvernance, on va transformer le reste. Et à l'époque, l'écologie avait le vent en poupe. Ma boîte, elle s'est assez vite développée parce que, ce que j'ai compris après, parce que moi, j'avais toujours l'impression d'inventer l'eau tienne, en fait, à chaque fois. Moment COP21, je me lance, je me dis, OK, l'écologie, c'est incroyable, c'est hyper intéressant. En fait, je comprends que depuis 72, les gens le font. Après, j'arrive dans le conseil, je me dis, mais en fait, on est en train de surfer sur une vague incroyable. Et en fait, je me rends compte, ce dont on parlait à l'instant, que c'est ce que j'ai appelé après les budgets goodies ou les budgets cerises. En gros, dans les entreprises, surtout les grosses, il y a des modes, comme partout. Et donc, on prend des budgets goodies qu'on donne à ce qui est à la mode. Et j'ai découvert ça quand on a été mandaté par une boîte du CAC 40 au tout début de Coalition pour une mission à 50 000 €, ce qui me paraissait beaucoup à l'époque, puisque c'était la première grosse mission. On avait eu plein de petites missions, mais c'était la première grosse qu'on faisait. Enfin, grosse pour nous, petite pour d'autres boîtes de conseil. Et je découvre, en travaillant sur la mission après quelques mois, que notre mission est attelée à une grosse mission qui a été gagnée par le BCG et qui est une mission à 500 000 €. Et donc en fait, on est vraiment 500 000 vs 50 000, on est vraiment la petite cerise sur le gros gâteau. Donc il y a BCG, expert en capitalisme, qui est là pour bien poser un truc bien rentable. Voilà, ils font très bien leur boulot, hein, c'est pas le sujet, mais leur boulot, c'est d'augmenter la rentabilité à n'importe quel prix, donc ils le font très bien. Et nous, on est là au-dessus pour mettre une jolie cerise. Et donc je me suis rendu compte qu'on mettait des très jolies cerises, parce que moi j'adore les trucs un peu créatifs et tout, donc les boîtes nous aimaient bien parce que voilà, mais que ça restait des cerises et que moi j'avais envie d'être le boulanger qui fait le gâteau, qui fait surtout la première couche du gâteau. Donc la première chose que je veux vous dire par cet exemple et cette anecdote, c'est que vous allez être, ou vous êtes déjà en poste à la RSE, à la transition au sens le plus large possible, mais vous êtes dans un système, si vous êtes en entreprise, amoral. Le capitalisme, je fais pas de théorie anticapitaliste, pro-capitaliste, c'est pas du tout mon sujet. Le capitalisme, c'est amoral, c'est-à-dire éloigné de la question morale. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas là pour évaluer ce qu'est le bien ou le mal. Le capitalisme est là pour créer une logique fonctionnelle de création de profit. Voilà. Et il faut juste avoir ça en tête. Et je suis pas du tout en train de vous faire un... Enfin, non, CF Mark Zuckerberg et ça transcende. Ouais, voilà, CF Mark Zuckerberg qui bouffe de la viande dans ses stories parce que c'est la mode, alors qu'il bouffait du tofu il y a 5 ans. Enfin non, mais c'est quand même hallucinant.
Et c'est un très bon exemple de l'amoralisme, l'amoralité du capitalisme. Que pense Zuckerberg? J'en ai aucune idée, je pense personne, enfin sauf si quelqu'un le connaît, mais ici, mais moi je le connais pas, j'en ai aucune idée, et d'ailleurs je pense que même lui, il est il ne pense que le profit pour sa compagnie, quoi. Donc je pense pas qu'il y ait une réflexion, j'en sais rien d'ailleurs. On va éviter ça. Mais donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est votre carrière, à partir de maintenant, elle va être, si vous êtes en entreprise, dans un système amoral. Et si vous êtes en organisation publique, dans un système qui est aussi dépendant de la démocratie, et donc qui peut changer d'une élection à l'autre, puisque vous n'aurez pas forcément les mêmes élus, etc. Et donc, où vous pouvez avoir des changements de considération, de situation, de budget, en fait, des changements dans votre capacité d'action. Et donc... pour moi, la chose la plus importante, c'est la capacité de s'adapter en ayant conscience de ce qu'on a en face de nous et en ne posant pas nos propres jugements sur ce qu'on a en face de nous. Si je vous dis ce que Flora personnellement pense du capitalisme, c'est peut-être différent que ce que j'essaye de faire quand je suis dans une entreprise ou dans mon engagement politique, etc. En revanche, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de composer avec le réel, de composer avec la réalité. Et c'est ça qui est hyper difficile et qui fait qu'aujourd'hui, surtout dans un monde où on nous fait croire que notre monde est le monde, avec les algorithmes, moi j'ouvre mon compte Insta, tout le monde est écolo, peut-être vous aussi, peut-être on est dans la même bulle de filtre. Et encore, ma meilleure pote, qui est une fille comme moi, qui vit à une rue de chez moi, qui a le même âge que moi, ne savait même pas qui était Bon Pote, qui est la star du monde écolo, de l'écolo game. Elle n'avait pas la moindre idée de qui c'était. Et je pensais être dans la même bulle de filtre que elle, vu que c'est ma meilleure amie, qu'on partage les mêmes valeurs et tout. Et en fait, on n'était même pas... Enfin, elle avait Bon Pote, elle me dit, mais qui est cet homme, quoi? Et je lui montre, elle a aucune idée de qui c'est et de ce qu'il raconte. Donc, attention, premier conseil, c'est aussi ce truc d'entre-soi algorithmique et réel, il vous enferme et il vous empêche de voir pragmatiquement la réalité de l'organisation que vous essayez de transformer. Ça, je pense que c'est le premier conseil que je peux donner. Et ensuite, le deuxième... Non, vas-y, je t'en prie. J'en ai un dernier, mais peut-être tu peux... J'ai un deuxième truc à dire à ce sujet-là. Pour moi, il y a dans les trucs de conduite du changement et tout, j'ai analysé 3 manières d'être au monde, d'apporter ses idées au monde, de penser son travail, de penser son action. La première, c'est d'être un insider, c'est-à-dire on travaille dans le système et on essaye de changer le système. Donc on travaille, je sais pas, dans une entreprise capitaliste classique et on essaye de transformer le modèle d'entreprise dégénérative en entreprise régénérative, par exemple. Le deuxième, c'est outsider. Outsider, ça va être ce que fait par exemple Camille Etienne. Camille Etienne, elle pointe le système, elle dit « Regardez Tefal, ils sont en train de nous intoxiquer, c'est une catastrophe, on doit changer Tefal ». Donc le modèle d'outsider, il est aussi intéressant. Il permet de vraiment faire un pas de côté et regarder, pointer du doigt ce qui dysfonctionne dans le modèle dominant. La troisième manière, c'est les beyonders. Les beyonders, c'est des gens qui vont inventer des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de faire. J'ai vu ce matin des gens qui ont inventé un vélo électrique sans batterie au lithium. Oui, j'ai entendu ça. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Apparemment, ils bossent depuis 10 ans sur leur vélo. Donc ça, c'est des beyonders. Donc ça fait 10 ans qu'ils se disent comment on fait, et là, ils ont peut-être trouvé. Les beyonders, si leur vélo, il est génial, il est compétitif, si ça se trouve, dans 2 ans, tout le marché français roule sans batterie en lithium, c'est possible. Donc en fait, ils arrivent à changer le monde aussi parce que ils sont allés vraiment chercher autre chose, chercher une autre manière de faire et de fonctionner. On peut être l'un des 3 si on s'y sent le mieux. On peut être tantôt les 3 dans sa vie. On peut être selon l'endroit où on s'exprime l'un puis l'autre, puis l'autre, puis l'un. Je pense que Audrey, tu te reconnais dans au moins 2 voire 3 sur 3. Ouais, j'ai pas inventé le vélo, non, mais j'ai même pas inventé la roue. Mais t'as inventé une école. Oui, j'ai co-créé une école. T'as co-créé une école. Non, mais bon, en tout cas, au moins 2 sur 3. En revanche, on ne peut pas apposer les méthodes de l'un à l'autre ou les réflexes de fonctionnement de l'autre à l'un. Et donc, si vous voulez être un militant hyper, je sais pas, même faire de la politique ou voilà, vous êtes plutôt peut-être côté outsider. Enfin, ça dépend d'ailleurs, parce que la politique est confrontée au même problème, puisque le gouvernant a pas la même, le gouvernant devient un insider, tandis que l'activiste militant est un outsider. En tout cas, le sujet, c'est vraiment de penser comment vous opérez votre transition, votre transformation, et en fonction de où vous êtes dans les 3, quelles vont être vos méthodes et votre chemin.
Flora, est-ce que les entreprises françaises, en tout cas celles pour lesquelles tu travailles, tu as travaillé, celles que tu vois évoluer, sont vraiment engagées dans une démarche de transition écologique consciente, ou est-ce que c'est justement la cerise, c'est-à-dire plutôt du greenwashing, aujourd'hui en 2025, on va dire? Parce que moi j'ai l'impression que la situation a quand même beaucoup évolué. Alors pour te rassurer, tu disais que cette théorie sortait de ton petit doigt tout à l'heure, mais tu as au moins un point en commun avec Laurence Toubiana, c'est qu'elle aussi pense qu'elle n'a pas utilisé l'image du roller coaster, mais qu'on est dans un système, un mouvement de flux et de reflux en termes de réception par l'opinion publique des questions environnementales. Donc voilà, quand on est dans des eaux basses comme aujourd'hui, il faut quand même continuer à agir et ne pas se décourager, puisqu'à un moment nous aurons de nouveau le vent en poupe. Sur les entreprises françaises, est-ce qu'elles sont réellement engagées dans la transition ? Sans vouloir te fâcher avec tes futurs clients. Non, je pense que mes clients tolèrent ma liberté de parole absolue, sinon ils viennent pas chez nous, c'est aussi simple. Je pense que je ne peux pas répondre à cette question sur des personnes morales que sur des personnes physiques. Je connais des dirigeants d'entreprises, même de boîtes du CAC 40, qui sont des vraies personnes vraiment engagées. En revanche, sur des personnes morales, par exemple, je vous donne Suez, qui était en train de faire une transformation de son modèle industriel pour devenir la championne de la gestion des déchets en Europe, quand même un truc important. La patronne, elle s'est fait virer parce que son bilan trimestriel n'était pas au niveau. C'est le cas Faber. Vous avez peut-être étudié dans vos cours le cas Faber. C'est que Faber, est-ce que la personne physique, alors je ne le connais pas suffisamment personnellement, mais de ce que j'en vois, ça a l'air quand même d'être une personne qui est sincèrement écolo. Est-ce que Danone est une entreprise qui est sincèrement écolo ? On ne peut pas répondre parce que ça dépend de l'actionnariat à l'instant T, qui peut changer d'ailleurs très vite et qui peut avoir une vision très différente, puisque, encore une fois, elle dépend de la culture dominante. Et la culture dominante dépend de la politique. Et là où je trouve qu'il y a un paradoxe assez inquiétant, c'est qu'à la fois on a l'impression que les politiques servent plus à rien, qu'on n'a pas forcément besoin d'eux, qu'il y a beaucoup d'abstention, enfin là ça a un peu baissé, mais à la fois je trouve qu'on voit à quel point la politique va dicter l'état d'esprit, j'allais dire le mindset, désolée, truc d'entrepreneur, mais l'état d'esprit commun et collectif. Donc, à l'échelle Trump, c'est l'homme le plus puissant du monde, allié avec le milliardaire le plus riche du monde. Donc, forcément, ça a de l'impact culturellement. En plus, ils ont des réseaux sociaux, etc. Mais même à l'échelle de la France, par exemple, moi, pendant le Covid, j'ai vu l'intégralité des entreprises françaises faire des choses complètement à rebours de leur modèle économique parce que Macron l'a dit. Tout simplement, Macron a dit « nous sommes en guerre, on ferme les écoles, on reste chez nous ». Et là, les entreprises, elles ont dit à leurs salariés « vous allez être payés sans travailler, vous n'allez plus venir au bureau, vous allez vous occuper de vos enfants ». Des choses qui sont vraiment à rebours de leurs intérêts économiques stricto sensu. Donc, je pense profondément que l'entreprise est au service de la politique, et tant mieux dans l'idée que la politique est une vraie démocratie qui est elle-même, si c'est le cas, tant mieux. Maintenant, je sais que c'est imparfait, mais si tout ça est aux mains du peuple à la fin, moi, ça me va bien. En revanche, je pense alors, dans mon premier livre, « Ma génération va changer le monde », je m'étais intéressée à un concept que j'appelais les introvateurs. Alors, le mot est un peu pourri, mais dans introvateur, il y a l'idée de entrepreneur et de innovateur. Voilà. Et le mot était pourri, j'en avais déjà conscience à l'époque. Et en fait, les introvateurs, c'était les personnes que j'avais rencontrées qui bougeaient tout sur leur... Enfin, qui vraiment essayaient de faire changer les choses, des vrais insiders, mais hyper doués, et qui avaient bien conscience d'être des espèces de cheval de Troie, quoi. C'est pour ça que j'ai commencé en rigolant, en disant « je suis contente de rencontrer l'armée de la résistance, la rébellion écologiste des années à venir », parce que je pense qu'il faut aussi être capable, alors dans la bienveillance et la constructivité, mais d'être un cheval de Troie de la transition écologique, puisqu'il y a un truc dont on n'est pas sûr, c'est que l'actionnaire de votre boîte, il peut changer, la situation politique mondiale, elle peut changer, et qu'on voit à quel point elle change de plus en plus vite. Donc, c'est même pas elle peut changer, c'est ça va changer, et ça va changer très vite. Je travaille avec une fille qui est à la croisée de la question climat et de la question IA, et elle me dit, je n'arrive plus à avoir des convictions écologiques à l'échelle personnelle, parce que j'ai la
conviction que l'urgence écologique, elle est hyper proche, genre horizon quelques années, on y est. Mais que l'urgence IA, elle est en jour, quoi. Chaque jour, je me réveille le matin et je me dis, waouh, il n'y a pas un robot qui a essayé je sais pas, de faire quelque chose. Moi, je suis pas spécialiste de l'IA, mais donc voilà, on voit aussi l'accélération des rythmes et des crises, et il va falloir être sacrément bien ancré dans les années à venir pour, et c'est pas pour vous démoraliser que je dis ça, c'est au contraire parce que je pense que plus on est réaliste, plus on est pragmatique, plus ça donne de la force d'agir et aussi du recul sur des situations qui peuvent être difficiles à l'échelle individuelle. En tout cas, je pense que la capacité de s'adapter et la capacité de travailler avec tout le monde et tous les systèmes, c'est un vrai skills, c'est une vraie compétence qui d'ailleurs manque dans notre génération, enfin je sais pas si on est tous la même génération, mais dans la génération des jeunes en entreprise en tout cas, parce que, pour plein de raisons, mais parce que c'est vrai qu'ils vivent quand même dans la civilisation du cocon. Il y a un essayiste qui a écrit ce livre, j'ai oublié son nom, et c'est vrai qu'on vit un peu dans des petits cocons algorithmiques et que c'est hyper dur d'aller se confronter à l'autre. Et donc, je finirai juste sur les introvateurs. Pour moi, on ne doit pas choisir une boîte parce qu'elle est engagée ou quoi, on doit choisir un boss. On doit choisir la personne avec qui on a envie de travailler au quotidien et la personne avec qui on sait qu'on va être une équipe de cheval de Troie et voilà, et avec qui on va être capable d'agir et de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Et donc n'oubliez pas que quand vous passez un entretien, c'est pas vous qui devez vous montrer sous votre meilleur jour, c'est vraiment un rendez-vous réciproque dans l'intérêt de l'entreprise, dans votre intérêt, dans l'intérêt de tout le monde, un rendez-vous réciproque où vous devez évaluer votre capacité d'agir avec la personne que vous avez en face de vous. Merci pour tous ces conseils pour nos apprenantes et nos apprenants. Alors, tu as évoqué justement le rôle du politique, le rôle de la politique en général. L'action politique, elle est déterminante pour réussir une transition écologique, solidaire, responsable, etc. Moi, je suis assez... Enfin, c'est peut-être des années de journalisme qui me donnent ce prisme-là, mais je suis assez, obsédée, au bon sens du terme, je l'espère, par la question de la juste information et la juste connaissance. Avant que tu arrives, je disais à quel point il est important pour nous que nos apprenantes et nos apprenants aient une vraie connaissance scientifique des sujets et la vraie connaissance des enjeux. Et il y a un sujet sur lequel on se rejoint toutes les deux, d'ailleurs, comme je te l'ai dit, c'est un peu ça qui justement m'a fait te découvrir ton travail. C'est la fameuse question du cocorico annuel sur on est les plus forts en France, on est les meilleurs, on réduit notre empreinte environnementale, on a moins de 1%, on fait moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne, c'est pareil, l'Union européenne, c'est les meilleurs. Sauf que les chiffres qui sont publiés chaque fois sont trompeurs pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte dans ces calculs-là. Or, si j'insiste sur ce sujet, c'est parce que c'est vraiment une espèce de paratonnerre qui est brandi à chaque fois qu'on met en cause l'action ou l'inaction climatique du gouvernement français, et qui est un paratonnerre qui est aussi déployé à chaque fois qu'un chef ou une chef d'entreprise est mis en cause sur ses actions. On dit non, mais nous on est très bons, on fait très bien. Et en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Ouais, je suis d'accord. Si tu veux. Je suis d'accord avec ça. Si vous complétez. Non, je suis d'accord. Je pense qu'en France, on a un besoin de se raconter à la OSS 117 comme grand, meilleur. Enfin, moi, ça me trouble à quel point Macron est la parodie parfois de ce que cherche à parodier OSS 117. Je trouve que c'est assez troublant. Donc je pense qu'on a juste du mal à accepter qu'on est une puissance moyenne et que du coup on a besoin de prouver et d'avoir des récits où on explique à quel point on est formidable et voilà. En revanche, je crois, comme une bonne Française, que nous sommes formidables et en même temps, et que pour le coup, là où on a une voix à porter, c'est bien celle d'une civilisation écologique. On a porté la voix de la démocratie. Enfin, la dernière grande chose qu'on ait faite, c'est peut-être la révolution des Lumières. Le moment où on a expliqué
expliqué qu'il fallait mettre des démocraties. Peut-être que notre peuple il est un peu plus politisé, plus conscientisé qu'ailleurs. Et là où nos entreprises elles peuvent aussi être un modèle, c'est dans ce truc d'ouvrir une voie sur la civilisation écologique avec toujours des nouvelles méthodes, un nouveau regard sur les choses. Donc je pense que effectivement on a tendance à raconter des choses qui sont très différentes de la réalité. Il y a un point négatif, c'est que c'est instrumentalisé par les politiques ou les opposants de l'écologie, parce que du coup ils vont dire regardez notre modèle agricole, typiquement il est génial, et on est meilleur que, c'est sûr, on mange beaucoup mieux qu'ailleurs, ce qui est partiellement vrai, partiellement faux. En revanche, ça a aussi un truc positif pour moi, c'est que c'est les récits qui permettent l'action. C'est les récits qui permettent de nous guider. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier quand on veut être un bon corporate et obtenir ce qu'on veut en entreprise. C'est parce que vous allez embarquer votre équipe sur un projet et sur ce que ça va. Moi, vous imaginez pas en conseil tout ce qu'on a inventé pour convaincre nos clients. Donc ça va être, vous ne recruterez plus jamais un jeune si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Ça marche. Ça va être, vous allez vous prendre un shitstorm sur les réseaux sociaux dès demain matin. Enfin, voilà, on a toujours été assez soucieux de quelle est la carotte qui donne envie à une organisation de bouger, quoi. C'est tout, parce que les gens n'aiment pas bouger, en fait. Et donc, à part, dans les trucs de conduite du changement, il y a aussi cette autre théorie qui dit que dans un groupe, il y a 10% qui est à l'avant-garde, qui n'a pas besoin de vous pour manger bio. Moi j'ai une tante qui a toujours été écolo et elle me dit mais toi t'es marrante, tu débarques, mais moi déjà quand vous veniez manger à la maison, quand vous étiez petite, vous faisiez du bio et du végétarien, etc. Bon, elle est dans ces 10% de gens qui ont toujours été un peu à l'avant-garde d'une transformation de société. Et après il y a 10% de Gaulois réfractaires, de réfractaires tout court, qui va être vraiment à la conservation, quoi, qui veut pas changer. Je pense que Éric Zemmour, il incarne bien en termes de système de valeurs ce truc, non mais pas pour poser le débat, mais ce truc de il faut pas que ça change, quoi. C'était mieux avant, ça doit pas bouger. Entre les deux, il y a 80% de gens qu'on appelle parfois les moutons dans les théories de conduite du changement. C'est un terme un peu péjoratif, mais il est utilisé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans un groupe social, que vous soyez une équipe de 5 ou un groupe de 5000 ou 50 000 personnes, ou une ville de millions de personnes, ou un pays, ou même toutes les échelles possibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on réussit à avoir une majorité de personnes qui suivent une idée et qui y adhèrent. Et je pense que le récit, à ce moment-là, il est hyper utile. Autant dire la France est le meilleur pays du monde, c'est un peu nul, et notamment sur le carbone, on dit beaucoup ça sur le carbone, mais en fait vous remarquerez que ça marche sur tout, parce qu'on peut dire que l'avion c'est que 2% des émissions, et c'est vrai. On peut dire que, on peut faire tout dire aux chiffres, et le problème c'est que comme ça on s'en sort pas. Pour moi, ce qui est important, c'est de connecter émotion et raison. C'est d'avoir un chiffre qui est connecté à un truc émotionnel. Par exemple, comprendre que votre patron, votre interlocuteur, il est hyper en stress du fait de ne pas recruter de jeunes, que c'est un problème qu'il a depuis des années, il n'arrive pas trop à le régler. Là, vous touchez vraiment un truc émotionnel chez lui si vous lui apportez une solution à ça, qui va être aussi rassurante parce qu'elle va être aussi double vérifiée par un mécanisme plus chiffre ou cognitif, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu l'as complété, on va dire. C'était pas vraiment une question. Donc, autant pour moi. Mais je reviens quand même sur cette question de l'action politique. Là, on est en pleine discussion sur le budget. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas? On s'est beaucoup focalisé dans cette discussion sur la question des retraites, de la réforme des retraites. L'abroger, pas l'abroger, l'assouplir, pas l'assouplir, la suspendre, pas la suspendre. À aucun moment on ne parle ni de justice sociale, un petit peu avec la question de la fiscalité, ni d'écologie. En dépit d'une urgence écologique de plus en plus prégnante, y compris évidemment dans notre pays. Comment tu vis ça, toi qui, justement, depuis 10 ans, milite sur ces sujets-là et passé aussi pas loin du pouvoir, et même carrément tout près, a été dans la machine, hors de la machine. Comment tu vis ça, cette invisibilisation des sujets écologiques dans le débat aujourd'hui? Il y a un truc hyper intéressant, c'est que Ursula von der Leyen,
en 2019, après les élections européennes. Il y a plein d'élus écolos au Parlement européen. Et donc, elle fait le pacte vert. Le pacte vert, vous en avez forcément parlé en cours, la CSRD, toutes ces choses. Et en fait, elle prend la couleur de l'hémicycle. Et donc, elle propose tout de suite, voilà, elle arrive, ok, ça va être ça. Le dernier mandat européen, il a été vraiment placé sous la couleur verte. C'était ça le sujet. Et donc, voilà, c'est toujours la même question, comment on arrive à changer, est-ce que les organisations vont assez vite, est-ce qu'on arrive à bien financer, etc. Mais la vision, la volonté était là. Là, il va falloir composer à l'échelle européenne, et vous le savez, j'espère que Jordan vous l'a appris, sur les questions écologiques, les questions européennes, enfin les lois européennes sont hyper importantes, enfin sur toutes les questions politiques d'ailleurs, mais écologiques en particulier. Et là, on rentre dans un parlement brun, c'est-à-dire la couleur du parlement, elle va être plutôt à droite, voire à l'extrême droite. Et donc Ursula von der Leyen, on l'a vu, c'était un peu flippant dès le mois dès l'élection, commencer à proposer des choses sur l'immigration, sur la suppression des normes, des choses qui répondent aux attentes de cette couleur politique-là. Et en ce sens, cette forme de bureaucratie européenne, elle est comme dans ce même amoralisme des exécutants capitalistiques. C'est-à-dire, il y a des actionnaires qui disent à un patron « Toi, ton boulot, ça va être de nous faire gagner un maximum d'argent et à court terme. » En fait, le métier de CEO aujourd'hui du CAC 40 ou de n'importe quelle entreprise, c'est le plus rapidement possible faire gagner un maximum d'argent. Voilà, c'est pour ça que le cas Suez, dont je vous parlais tout à l'heure, la patronne de Suez, elle est en train de construire un modèle industriel, vraiment de bifurquer sur un modèle industriel en plus rentable, donc en plus capitaliste. Elle n'a pas dit on va faire une coopérative, elle a dit on va bifurquer sur des sujets qui sont la gestion des déchets notamment. Et là, comme c'est pas elle qui a ramené le plus d'argent à court terme, elle s'est fait virer. C'est aussi simple que ça si on regarde les choses vraiment d'un point de vue pragmatique. Là, il se passe la même chose au niveau français, c'est que... je vous donne un exemple, très clair. Stérin, qui c'est qui est Stérin dans la salle? Vous pouvez lever la main. Stérin. C'est un mec qui s'appelle Stérin, son nom de famille c'est Stérin. Ah, qui est... Pardon, j'ai pas articulé. Qui c'est dans la salle qui est Monsieur Stérin? J'ai oublié son prénom. Non, je me souviens pas. Voilà. Ok, une personne, ok. Alors, 2 personnes, ok. Alors, Monsieur Stérin, je comprends du coup que je dois plus articuler parce que vu comment vous m'avez pas eu sur la question, ok. Monsieur Stérin est un monsieur qui a un peu le même projet d'une manière que Monsieur Bolloré, qui est de conquérir idéologiquement la France. C'est quelqu'un qui a des idées qui se réfèrent à des valeurs plutôt d'extrême droite, donc notamment contre l'IVG, contre la transidentité, voilà, et évidemment climato-sceptique. Mais il a aussi, dans ces valeurs-là, il n'y a pas tout à jeter. Moi, je suis contre le sectarisme absolument, et je pense qu'il faut aussi écouter. Et c'est aussi un monsieur qui a fait beaucoup pour la rénovation du patrimoine, la rénovation des églises. Il a soutenu beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc avant qu'il montre son projet, il était même assez aimé parce qu'il soutenait beaucoup de projets. Bref, ce monsieur a décidé de donner sa fortune à la victoire de l'idéologie d'extrême droite en France. Et donc, il a mis 1 milliard d'euros sur la table pour dérouler un plan qui a pour but de gagner idéologiquement la bataille. Ce plan a fuité et le journal L'Humanité a extrait le plan dans ses colonnes. On peut lire du coup dans le plan, un plan assez smart, je trouve, qui ressemble à un business plan de start-up. Allez regarder si ça vous intéresse, mais l'objectif c'est pas de vendre tel ou tel produit ou de créer telle ou telle chose, c'est de faire en sorte que toute la France soit d'extrême droite. Et ensuite, la deuxième chose, je pense, Audrey, tu l'as dit, ce truc de travailler un peu en politique, un peu dans les milieux corporate, un peu dans le milieu associatif, etc., fait que j'essaye d'être multilingue en transition écologique.
C'est-à-dire, si on parle avec un registre hyper gauche, politique, il y a des endroits où vous perdez des gens. Il y a un truc que j'appelle les mots clignotants. Tout à l'heure, je vous en ai sorti un, c'était capitalisme. Alors, j'ai vu que la salle, c'est pas crispé parce qu'on doit être dans un environnement plutôt de gauche. Mais parfois, je dis capitalisme. Non, je vois pas du tout ce qui te fait penser. L'autre jour, j'ai dit le mot capitalisme dans une conférence de dirigeants en Vendée. Et la salle, c'était clignotant, quoi. J'ai vu ça... J'ai senti que, waouh, j'avais perdu mon audience. Donc, je me suis rattrapée en expliquant que j'étais hyper capitaliste, etc. Et là, j'ai récupéré. Après, je suis un peu repartie. Voilà. Et moi, je suis dans une émission sur RMC qui s'appelle Les Grandes Gueules. On est écouté par beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de taxis. Je sais pas qui est les 2 millions de personnes qui nous écoutent, mais je vois, en tout cas, j'essaye de faire le pas nécessaire dans cette sociologie. Et je sais qu'il y a des mots, faut pas y aller, quoi. Voilà, capitalisme, j'irai même pas. C'est pas un mot, c'est théorique, c'est conceptuel. Donc je pense qu'il y a un effort à faire de code culturel. Moi, je crois profondément, par exemple, que l'habit fait le moine. Et je crois profondément que quand vous allez vers les gens, si vous voulez obtenir ce que vous voulez, c'est à vous de vous mettre dans les codes d'en face, donc que ce soit vestimentaire, verbaux. Et donc, je pense que c'est en ça que c'est ce multilinguisme qui permet de gagner la bataille culturelle, je pense, à différents endroits, ou en tout cas d'embarquer un peu les gens. Voilà. Et juste la dernière chose que je voulais dire pour rebondir sur ta question et la tienne, pardon, c'est lui, il a 1 milliard et nous, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est sûr qu'il y a un rapport de force, mais nous, on détient la vérité. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, non mais je dis pas genre je suis une militante blanc-noir, c'est pas du tout le sujet, juste scientifiquement, à un moment, voilà, tout le monde va se rendre compte que ça tient pas le truc. Donc ça tient pas. Donc voilà, c'est tout. Juste nous, on s'en est rendu compte avant. Je sais pas par quel fait est passé sur notre berceau à tous pour qu'on soit pas climato-sceptique, mais c'est le cas. Donc voilà. Et donc je pense qu'il y a quand même un rapport David contre Goliath, c'est-à-dire que l'autre il a de l'argent, mais nous on a raison. Donc en fait à la fin, on a quand même, avec moins de moyens, beaucoup plus de marge de manœuvre. Monsieur. Bonjour. Moi j'ai une question qui concernait aussi Monsieur Dufumier, mais qui concerne finalement tout le monde dans cette pièce. C'est est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est du type logiciel ChatGPT notamment, n'est pas justement l'occasion de marteler que la transition écologique va devoir s'imposer, puisque le système d'exploitation, en tout cas de programme, a vocation à reprendre toutes les informations qui sont issues de telle ou telle étude pour pouvoir en ressortir une réponse, on va dire, la plus à même, la plus correcte par rapport à la question posée. Est-ce que justement, malgré ce qui se passe avec Trump, etc., c'est pas l'avenir n'est pas. Est-ce que l'avenir n'est pas en train de se dessiner favorablement grâce à cette intelligence artificielle? Je voulais juste faire un point spécifique sur ça. J'ai entendu hier, mais vous avez peut-être entendu aussi, que l'AFP a signé un accord important avec un provider de logiciels d'intelligence artificielle type ChatGPT, mais français, c'est Mistral, je crois. Le nom, voilà. Donc, ils ont signé un gros accord avec Mistral pour que l'intelligence artificielle, enfin les moteurs de recherche de Mistral, se sourcent à l'AFP pour vérifier leurs informations avant de délivrer du contenu. Et bon, on peut quand même compter sur l'AFP, c'est comme la science, hein, c'est comme votre conseil scientifique à Green Management School. Bon, l'AFP, ce ne sont pas des scientifiques, mais c'est une agence de presse, de vrais journalistes, et avec comment dire, le mot m'échappe, mais une façon d'être et de travailler, une charte, voilà, c'est le mot que je cherchais, une charte éthique vraiment très élaborée et qui a été éprouvée depuis des dizaines d'années. Et donc, j'ai trouvé très intéressant que on ait maintenant, ça peut être, alors on n'a pas, Mistral n'aura pas forcément la puissance de X, mais ça peut être justement une voie par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, comment on fait,
sans verser dans le mensonge, la fake news, etc., pour servir nos idées, ça peut être un moyen de créer comme ça, au niveau européen par exemple, des gros pourvoyeurs d'IA qui soient une IA fiable, pour le coup. Mais je ne sais pas si ChatGPT vérifie ses sources au point de faire le tri entre une fake news diffusée par des pseudo-scientifiques bien organisés et une information effectivement vérifiée. Je ne sais pas si tu voulais... Moi, je crois pas parce que je crois que, en fait, ce que tu dis, c'est ce que Harari, dans ce dernier livre que je vous ai conseillé, appelle la vision naïve de l'information. La vision naïve de l'information, c'est l'idée que plus on accède à la vérité, plus on va suivre la vérité et donc ça va nous sauver, en gros. Plus on avance, plus on a une vérité de qualité et plus on y arrive, quoi. Le problème, c'est un peu ce récit qui a dominé, c'était un peu le récit moderniste au XXe siècle en Occident qui nous a guidés. C'est vrai, on avait l'impression que en fait, la science, c'était le progrès et que du coup, il suffisait de suivre le progrès et on allait améliorer la capacité de vie des humains. Le problème, c'est qu'il dit que cette vision, elle est fausse. D'ailleurs, sinon, on n'aurait pas des politiques qui nous gouvernent, mais des scientifiques. Et on aurait vu, par exemple, on suivrait les scientifiques et on saurait quoi faire. Et donc, en fait, la rationalité gouvernerait le monde. Or, moi, ce qui me passionne dans la politique, c'est que pour moi, la politique n'est pas du tout une science. La politique, c'est un art. Et dans l'art, pour moi, il y a la rencontre entre la science, la compétence et les affaires humaines, quoi. Une espèce de bordel. Et donc, le bon politique, c'est plus un alchimiste qui va être capable de comprendre à la fois de la donnée scientifique, à la fois les comportements humains, la subtilité des comportements humains, plus qu'un scientifique qui va dire c'est simple, le monde a des ressources finies, donc on ne peut pas avoir une croissance infinie. Ça, cette phrase-là, on l'entend depuis 1972, elle était dans le rapport Meadows. Donc si on avait dû l'entendre, on l'aurait déjà entendu. La deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que l'IA va nous sauver, c'est que moi je ne pense pas du tout que Donald Trump soit climato-sceptique. La preuve, quand il parle de Panama, Groenland et Canada à annexer, il le fait pour 3 raisons évidemment climatiques. Alors au Panama, les droits de passage ils ont augmenté à cause du stress hydrique. Et dans les années à venir, ça va être de pire en pire. Au Groenland, grâce à la fonte des glaces, on peut accéder à des nouvelles ressources. On ne pouvait pas accéder avant, donc il sait très bien qu'il y a plein d'argent à se faire. Et au Canada, il y a plein de ressources. Donc pour moi, quand il fait ça, il a juste un logiciel de domination climatique. Et le logiciel de domination climatique, c'est celui qui, à mon avis, va quand même guider le XXIe siècle. Parce que tant qu'on ne comprend pas vraiment en profondeur ce que veut dire l'écologie, qui est de passer d'un rapport de domination à un rapport d'interdépendance, on aura des dirigeants qui auront cette logique-là. Et pour moi, Donald Trump, quand il fait ça, c'est exactement comme les patrons de GAFAM qui nous vendent des réseaux sociaux, mais qui ont des enfants qui n'ont pas de téléphone portable. Il nous dit, il n'y a pas de climat, il n'y a pas de réchauffement climatique, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet, mais je vais quand même protéger les Américains, je vais quand même protéger nos intérêts économiques vu que je suis leur président. Et pour moi, ça, c'est très, très dangereux. Et ce logiciel de domination climatique, de domination de ressources naturelles, je pense que ça va être l'ordre mondial des années à venir. Il y avait une question ici, madame. C'était une remarque justement par rapport à tout ça. Est-ce que justement, c'est pas la coopération à l'échelle des territoires, notamment dans les organisations, qui pourrait relever ces enjeux de démocratie, de mise en action La coopération à l'échelle territoriale, je sais que toi tu crois dans l'action des collectivités territoriales. Ouais, mais je ne crois pas dans notre vraie capacité à coopérer. Viens, je vais te montrer ce qu'on fait. Non, je crois. D'ailleurs, vous avez peut-être vu Valérie Pécresse cette semaine, elle a dit qu'il fallait supprimer l'ADEME. C'était un drôle de propos. Mais à la fois, ça vous fait réagir. Mais à la fois, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait quand même 3 ou 4 organisations qui étaient dotées, qui avaient le même mandat, le même pouvoir, et qu'en fait, Alors, c'était pas vrai en fait. J'essaie de ne pas mélanger, mais pour le coup, c'est faux. Ce qu'elle l'a dit, effectivement, mais c'est faux. Alors,
C'est faux, mais c'est vrai que les régions ont une partie de l'action et de la compétence sur la transition écologique, l'ADEME en a une autre, le SGPE en a une autre, et c'est vrai quand même que toutes ces organisations-là ne coopèrent pas. Alors moi quand j'entends Pécresse parler, je souscris pas. En revanche, quand je travaille avec les collectivités, moi j'observe par exemple des élus qui prennent des cabinets de conseil pour pas travailler avec leurs administrations. J'ai été souvent ce cabinet de conseil-là. J'observe... Comment ? J'observe aussi des administrations qui n'arrivent pas à coopérer avec le service d'à côté. Et pour vous répondre sur la coopération, je crois que c'est sûr que c'est la clé suprême. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réglé notre capacité à faire confiance et à vivre dans un monde d'interdépendance. Et moi, je peux pas vous dire que j'ai réussi non plus parce que je suis entrepreneur de mes propres projets, donc c'est compliqué de vous... c'est vrai. Et aujourd'hui, je pense, dans les milieux écolos, il y a aussi beaucoup de concurrence sur qui va avoir les budgets, qui va avoir la fame, qui va avoir la lumière. Et donc, coopérer, c'est un peu dangereux parce qu'on a du mal à travailler en open source, parce qu'on a peur alors qu'en fait, la coopération, le côté open source, parce qu'en fait, notre projet, il est plus gros et chacun va trouver sa part, il nécessiterait d'avoir des humains qui ont un peu fait leur cours de développement personnel. Or, aujourd'hui, on n'est pas encore sur des humains qui apprennent les soft skills à l'école, ça commence, ça se développe, mais je ne sais pas si vous avez vu le Pixar Vice Versa. Moi, j'ai vu ce film qui est génial, je vous le conseille. Je me suis dit, on est sauvés, quoi. Les enfants, ils vont apprendre à gérer leurs émotions. C'est un film sur les émotions. Ils vont apprendre à gérer leurs émotions. Et donc, ça va devenir des humains vraiment qui savent coopérer. Avant même de parler, le film parle d'écologie ou quoi, mais je me suis dit, on est sauvés. Donc, oui, je suis d'accord que c'est le cœur du sujet. Et aujourd'hui, il y a des groupes de réflexion qui travaillent sur ces questions-là. Et je trouve que c'est directement relié à la question climat. Alors, oui, sur l'ADEME, donc non, il ne faut pas supprimer l'ADEME, évidemment. Oui, il y a des compétences partagées et certes, les administrations parfois ne se parlent pas assez, mais je pense qu'au niveau des collectivités, je ne parle pas que pour Paris, évidemment, il y a quand même beaucoup d'actions de coopération qui se montent et justement, les collectivités, les villes ont compris qu'elles avaient un très grand rôle à jouer sur ces sujets de transition écologique et sociale et de justice sociale. Et heureusement, il y a quand même des choses qui se font. On va peut-être prendre encore une dernière question, donc peut-être monsieur, parce que sinon après En gros, actuellement, on est dans une situation géopolitique mondiale où on a les pays du Sud en général, qui sont en cours de développement, qui se réunissent pas mal pour se développer et faire de la coopération du coup entre eux. Et on arrive à voir aussi que dans le Nord, la plupart des pays commencent du coup à revenir dans une logique protectionniste. Et du coup, on va avoir un nouvel ordre, un nouvel équilibre sur les ressources naturelles, qui sont pour la plupart en Afrique quand même, et sur toutes les autres questions du coup de transition écologique qui vont arriver avec. Je voudrais savoir, est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose auquel tu penses, et même avec les questions de RN, où du coup on veut beaucoup de protectionnisme, mais on dépend de pas mal de ressources étrangères et aussi surtout sur l'alimentation aussi. Comment ça va se passer? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fera que, par exemple, le RN va arriver à un moment où ils ne pourront pas aller à ce qu'ils veulent faire, enfin le RN, donc l'extrême droite ou le projet Périplex, etc. Est-ce que c'est des choses que vous voyez un peu dans votre vision des choses? Oui, tout à fait. C'est au cœur du sujet aussi, sur la question de la coopération. Moi, déjà, ça me fascine qu'on passe encore les assemblées générales de l'ONU à la télé, alors que l'ONU, ça n'existe plus pour moi à partir du moment où il y a un des membres du Conseil de sécurité qui fait la guerre aux autres. Je vois pas... au sommet de la gouvernance, il y a une guerre, donc je vois pas... quel est le sens, la raison d'être de l'ONU. Et je pense que c'est, quand on a des valeurs plutôt progressistes, etc., c'est à nous de ne pas être conservateurs et de ne pas dire qu'il faut garder l'ONU à tout prix, parce que c'était un système génial, stable, qui depuis 1945 garantissait la paix. C'est vrai, moi, j'ai souscrit à cette idéologie-là aussi à un moment, sauf que on oublie aussi que c'était quand même un truc hyper nord, hyper oppressif, hyper dominant sur le sud, et qu'aujourd'hui, quand on discute dans les trucs de coopération, ça m'est arrivé une fois il n'y a pas longtemps, c'était rigolo comme ils voient notamment la puissance française, on revient à la question de la puissance, ne nous parlez même pas en fait, là on travaille, donc tu vois, on n'a plus le temps pour vous, ça y est, c'est vrai, et je pense qu'il faut accepter ça pour aussi aller dans une société de l'interdépendance
l'interdépendance et de la coopération à grande échelle. Et je pense que les cultures du Sud n'ont pas du tout été écoutées dans l'ordre mondial du XXe siècle, et que dans les cultures du Sud, sur la coopération, sur la façon d'être et pas de faire, il y a aussi beaucoup de leçons culturelles, beaucoup de choses à apprendre, et je pense que la réflexion décoloniale est vraiment à ses prémices, et que j'ai hâte qu'on avance, qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait des livres sur ces questions-là, encore plus et encore plus, parce que je trouve qu'on ne pourra pas faire du tout abstraction de ce sujet pour réussir une société de la coopération. C'est évident, moi je vous parle à un prix franco-français depuis tout à l'heure, mais si on se place à l'échelle internationale, c'est une super richesse aussi de pouvoir penser le monde avec des logiques du Sud qui peuvent apporter à cette civilisation écologique qu'on doit construire à l'échelle globale. Eh bien, c'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer. Merci beaucoup, Flora. Merci.